Première table ronde de la journée, des risques qui s'aggravent. Donc Élise Van den Broek, merci d'être là, Patrick de Giovanni et Clément Pravin. Il s'agit d'une table ronde interactive, c'est un débat entre vous, mais je vais évidemment vous laisser, bien entendu, quelques minutes au départ pour fixer un petit peu les choses. Bon, on va s'intéresser effectivement à ce sondage en cours de débat. Élise Van den Broek, vous êtes directrice de la souscription dommages et spécialités Swiss Re. Patrick de Giovanni, vous êtes directeur général adjoint de Pacifica. Et Clément Pravin, directeur investissement risque et réassurance Areas. On va commencer avec vous, Élise Van den Broek. J'ai envie de vous demander tout simplement un peu votre vision et peut-être celle des autres réassureurs, vos données à vous, comment vous voyez les choses, hein, puisqu'on est là sur les risques qui s'aggravent. Hein. C'est à la fois une interrogation et peut-être une affirmation. Ah oui, tout à fait, il s'aggrave. Alors nous, on est la branche d'assurance directe du groupe Swiss Re, donc on a cette particularité, c'est d'être assis sur un groupe qui a toujours eu une vraie attention aux risques de catastrophes naturelles, qui publie régulièrement des publications scientifiques sur l'état du risque de catastrophes naturelles au niveau mondial. Et on a toujours été dans la modélisation et dans la quantification de ces risques-là pour nos assurés. On sent l'aggravation dans le sens que là où à une époque, quand on tenait ces discours-là, on se sentait un peu seul et on n'avait pas forcément une oreille réceptive de la part de nos assurés comme parfois de nos confrères. Aujourd'hui, on a, du fait des sinistres qu'on a vus ces dernières années, de leur augmentation, de leur intensité qui est supérieure et de leur poids sur le marché, on a une oreille qui est différente. On a même des sollicitations de la part des assurés pour venir partager avec eux nos connaissances, nos modélisations, notre vision sur l'évolution des risques de catastrophes naturelles, notamment pour le marché des grands risques, qui est celui sur lequel on intervient. Et l'attention au sujet a clairement changé, elle est passée au premier plan. Je suis moi-même régulièrement sollicitée par des grands clients qui conservent une partie de leurs risques non négligeables, avec l'ampleur qu'a pris l'implication des captives au cours de ces dernières années, pour partager avec eux nos informations, notre vision du risque, les données, de façon à leur permettre de mieux évaluer ce risque et d'être plus dans l'anticipation du poids qu'il va avoir dans leur sinistralité qu'ils gardent et quand celle qu'ils transfèrent dans le futur. Et en même temps, vous faites une décorrélation, hein, c'est ce qu'on a dit quand on a préparé cette table ronde, entre le ressenti et les faits finalement. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, dans les faits, on voit l'impact déjà des vagues de chaleur et des sécheresses, ça on le voit directement, mais il y a aussi toute une série de périls, je pense aux vagues de submersion marine, je pense aux inondations notamment fluviales et pluviales, sur lesquelles au niveau mondial, on ne voit pas encore directement les effets, mais on les anticipe. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on doit d'abord expliquer ça. On doit aussi expliquer que l'avenir, justement, pour que ce qu'on anticipe, on puisse le modéliser, il est dans l'implication de tout le monde, notamment au niveau du partage des données, du partage des informations, de façon à ce qu'on puisse avoir des modèles qui soient aussi exact possible, avec toute l'incertitude qui est inhérente aux différents scénarios qui sont ceux du GIEC et à celui qui va advenir ou pas. Alors vous avez vos propres modélisations, hein, vous l'avez souligné, vous êtes en avance. Au fond, pourquoi vous faites vos propres modèles finalement? Parce qu'il y a des outils qui existent, ça ne suffisait pas? Alors déjà parce que du coup on maîtrise ce qu'on fait, ce qui est toujours bien. C'est une chance, hein, une chance de pouvoir utiliser les compétences que le groupe Swiss Re a en interne et qu'il a toujours eu. Pourquoi on les utilise? Parce qu'on estime que de façon à pouvoir protéger nos assurés et à être là le jour où il se passe quelque chose, il ne faut pas qu'on fasse l'autruche, il faut qu'on quantifie ce risque de façon à pouvoir avoir le capital nécessaire le jour où il se passe un événement vraiment grave. On est là pour ça, on est là pour être présent quand il se passe un événement d'intensité. Donc il est extrêmement important qu'on ait des modèles qui soient des modèles performants et surtout qui soient des modèles régulièrement mis à jour. On constate, nous, en souscription,
que la fréquence de mise à jour de ces modèles, c'est comme la fréquence de survenance des sinistres catastrophes naturelles, s'est accélérée. Là où avant, on mettait les modèles à jour avec une fréquence d'à peu près quinquennale, aujourd'hui, on a parfois, sur certains modèles, notamment sur les périls secondaires, comme la grêle, comme les incendies, des mises à jour qui passent à parfois semestrielles, voire parfois même avec des correctifs qui sont faits suite à un événement d'intensité qui impacte la crédibilité du modèle. Donc à vos yeux, le ou les plus gros risques aujourd'hui, enfin, c'est canicule, c'est sécheresse, c'est plutôt ça? Si on fait une espèce de hit parade, on va voir d'ailleurs, et je vous incite d'ailleurs à répondre à la question du sondage, mais de votre point de vue. Alors, ce qui est intéressant avec la canicule et la sécheresse, alors la sécheresse, déjà, on ne voit pas trop l'impact sur les grands risques. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui touche les particuliers ou les petites entreprises. Mais la canicule, qui n'est pas en soi un péril assurable pour les assureurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle génère toutes sortes de périls secondaires qui, eux, ont un impact. Elles vont générer des phénomènes de grêle très violents et très brutaux, des inondations pluviales consécutives, des incendies de forêt. Et là où ça devient un défi pour les modélisateurs, c'est que les périls secondaires, c'est ce qu'on modélise le moins bien. Donc pour nous, c'est aussi une remise en question de comment on faisait les choses, de comment on se prépare. Quitte même à combiner les différents événements qui peuvent Tout à fait, ça peut nous faire des bombes climatiques, effectivement, où on a subitement des survenances conjuguées de périls qui sont difficiles à modéliser, ce qui est un vrai défi pour le marché. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à votre voisin Patrick Giovanni, on découvre ensemble les résultats du sondage. Je rappelle la question, hormis les catastrophes naturelles prises en compte dans le cadre du régime, quels sont à vos yeux les périls qui vont le plus s'aggraver? Ce qui arrive en tête, c'est les canicules, 87%, feux de forêt 77%, la grêle 64%, tempête 38% et neige seulement 3%. Peut-être votre réaction à ce sondage? Ça vous conforte? Ce qui est amusant, c'est que c'est un sondage qui correspond à notre vécu récent de l'année précédente. Donc effectivement, dans l'immédiat, c'est ce qui s'aggravera en premier, mais le risque au côtier et l'augmentation notamment de l'activité cyclonique, c'est ce qui va nous préoccuper le plus dans les 10 années qui viennent. Patrick Giovanni, je vais évidemment vous donner la parole. Comment vous pouvez réagir, vous, pour Pacifica, à ce sondage? Il ne vous surprend pas? Il nous surprend d'autant moins qu'évidemment on a été touché en 2022 particulièrement par les phénomènes de grêle et également par les feux de forêt puisque nous sommes le premier assureur des forêts en France. Pour autant, beaucoup d'études montrent par exemple que le risque tempête pourrait ne pas s'aggraver en moyenne dans les années 2005, enfin d'ici 2050 ou 2060 par rapport à la situation actuelle. Et le risque grêle, par exemple, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce qui s'est passé en 2022 qui ne s'était jamais passé de mémoire d'assureur, en l'occurrence de la mienne. Donc sur 40 ans, on n'a jamais vu ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le futur que ce phénomène de 2022, de mai-juin 2022, c'est une grande point d'interrogation. Et d'ailleurs, les réassureurs qui sont dans la salle, nous, tout ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que, ils ne le modélisaient pas. Dorénavant, ils le modélisent, mais sans savoir comment le modéliser. Je fais simple, évidemment. Voilà. Quelques réactions. Et en l'occurrence, j'augmente tes tarifs. Voilà. Donc ça, c'est intéressant comme approche. Mais évidemment, je plaisante et je comprends la réaction. En même temps, ça prouve bien que toutes les belles simulations qui ont été présentées, qui sont super intéressantes intellectuellement, nous donnent évidemment pas le risque de l'année 2024 ou le risque de l'année 2050 de façon certaine. Donc on a beaucoup d'incertitudes, mais ça reflète une situation, un vécu et une crainte pour les vacances d'été. Pour les voilà, c'est très, très concret. Vous allez reprendre la parole évidemment. Peut-être d'un mot par rapport à ce sondage, Clément Pravin pour Area, comment vous regardez ces chiffres? Oui, non, effectivement, c'est pas... Le micro est allumé, il n'y a pas de problème. Ok, c'est pas une surprise. Effectivement, je rejoins Patrick sur la partie tempête. On n'a pas forcément le sentiment d'une aggravation
du risque en tant que tel, même si on sait que la dernière grosse tempête en France, c'est 99, donc toutes les toitures qui avaient été refaites à l'époque sont plus nécessairement en très bon état, donc peut-être que la même tempête qui surviendrait aujourd'hui serait un petit peu plus coûteuse. Mais effectivement, le sujet du marché, c'est les périls secondaires, la grêle, les inondations, qui vont nous obliger, nous, en tant qu'assureurs, à changer nos pratiques. Très bien. Patrick de Giovanni, je vous redonne la parole. Dans ce contexte, on va dire, de pas trop bonnes nouvelles, on voit ce ressenti-là. Vous avez plutôt, et quand on a préparé cette table ronde, j'ai eu le sentiment de voir quelqu'un qui avait quand même envie d'avoir un discours plus positif. Oui, parce que moi je ne sais pas ce que vous savez, quel est le cataclysme pour un assureur. Ouais. Le cataclysme pour un assureur, c'est la disparition du risque. Ça, c'est ce qui s'y a de pire, alors. Enfin, concrètement, et c'est intéressant, et j'ai mon ancien DG dans la salle, en l'occurrence Cyril Langrenet. En 2018, les cabinets de conseil qui venaient nous voir nous expliquaient quoi? Est-ce qu'ils nous expliquaient que la sinistralité grêle allait augmenter? Pas du tout. Ils nous expliquaient que le risque automobile allait disparaître. À cause des véhicules autonomes, il n'y aura plus d'accidents, et c'est la fin de l'automobile, enfin de l'assurance automobile. En plus, il n'y avait plus de voitures non plus. Enfin bon, c'était une catastrophe. Pour nous, c'était une catastrophe. C'est ça la catastrophe. Alors, je reviens sur le climatique. La première réaction qu'on doit avoir en tant qu'assureur, c'est de se dire finalement, nous sommes assureurs, nous vivons par le risque. Et donc, la croissance du risque est plutôt, globalement, une bonne nouvelle pour un assureur. Voilà, ça c'est le premier point de départ. Pour vous assurer un peu moins. Alors, ça, c'est le premier point de départ. Après, c'est quoi les questions par rapport à de telles évolutions? Quand on modélise, même si les chiffres qui ont été montrés sont inquiétants, affolants, qu'est-ce qu'on a vu? Plus 35 à plus 85% d'ici 2050. OK? Ça fait quoi? Ça fait plus 1,5% par an. Plus 1,5% par an. Alors, je voudrais vous donner quelques chiffres. Notez-les, prenez votre crayon, là, il y a un crayon gratuit, là, c'est super. Alors, la prime pure moyenne sur un portefeuille de multirisque habitation. La prime pure moyenne, le risque moyen. D'accord? Incendie, 70 €. Dégâts des eaux, 40 €. Vol, 15 €. RC, vie privée, 15 €. Alors, ce qui nous intéresse ici, les CatNat, en moyenne, 25 €. Et TGN, TGN, ça dépend aussi. En 2022, 73 €. Et en 2021 et 2023, pour le début de l'année, 15 €. Donc on est sur des risques moyens, en fait, de l'ordre de 70 €, on va dire, quand j'additionne TGN et CatNat. 1,5% par an. 1,5% sur 70 €. D'accord? Il faut que j'augmente mes prix d'1 €, enfin mon risque augmente de 1 € par an. C'est comme ça qu'on vous évalue les risques en fait. Alors, parce que quand on voit ça, demande une évaluation. C'est-à-dire que c'est mon boulot. Moi, je suis actuaire, je fais des tarifs et j'essaye de les vendre. Si. Ça marche plutôt. On peut tous dire ici, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc, quelle est la problématique? La première problématique, c'est finalement la capacité des clients à continuer à payer la prime d'assurance. Et donc, je viens de vous dire que ce n'est pas beaucoup, sauf que cumulé année après année, ça commence à être plus significatif, sauf que je viens de vous donner des moyennes sur un portefeuille multirisque habitation qui mélange les appartements au 2e étage avec des maisons individuelles au bord de rivière ou en zone RGA. Et donc, la situation, évidemment, de cet euro-là est très différente entre cet appartement 2e étage et la maison individuelle bord de rivière et en zone aggravée sécheresse. Donc, il peut y avoir une problématique d'acceptabilité des clients. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la volatilité. Et ça a été dit tout à l'heure. En fait, le sujet, ce n'est pas simplement la moyenne, c'est effectivement les événements extrêmes. Et donc là,
Pour moi qui suis assureur, le problème numéro 1, c'est la réassurance. C'est-à-dire, est-ce que les réassureurs seront là et toujours là pour écrêter cette volatilité qui ne va pas cesser d'augmenter? Et secondo, où vont se positionner ces réassureurs? Qu'est-ce que nous allons conserver comme risque? Et quelle va être la volatilité donc de mes propres résultats d'assureur? Et ce qui m'importe énormément, puisque derrière cette volatilité, c'est aussi une appétence de ceux qui sont capables d'investir, d'apporter des fonds propres pour les assureurs. Et comme la réglementation IFRS augmente également cette volatilité, j'ai pas le temps, c'est pas le sujet, mais nous sommes dans une situation où, quand on additionne un relèvement de l'intervention des réassureurs, une volatilité accrue du climatique et des effets réglementaires qui vont augmenter la volatilité des résultats, nous devenons une entreprise au sens assureur dommage, une entreprise qui va avoir des résultats qui vont osciller fortement. Et par le exemple, troisième sujet... Pardon de vous interrompre. Oui. Par exemple, si on prend l'exemple de la sécheresse, ça c'est difficile à maîtriser quand même. Donc avec les projets que vous faites, alors, même si on peut faire des moyennes, mais c'est compliqué. C'est difficile. Je veux dire, un des avantages que nous avons en France, c'est le régime catastrophe naturelle, avec donc ce mixte public-privé, et avec la CCR qui a une obligation, je veux dire, de s'associer à l'assureur pour partager le risque, concrètement, 50-50, mais aussi pour plafonner, pour écrêter le risque. Donc en matière de sécheresse extrême, finalement, et je parle bien en tant qu'assureur, hein, je laisserai les réassureurs parler, mais en tant qu'assureur sur de la sécheresse, sur du risque extrême de type CatNat, inondation, sécheresse, je sais exactement mon risque maximum, hein, c'est 200% de mes primes CatNat divisé par 2, puisque la moitié est pris par la CCR. Donc j'ai une visibilité, je maîtrise. Simplement, 200% quand même, ça fait beaucoup. Et le troisième élément qui est majeur, et j'ai déjà dépassé le temps, mais c'est pas grave, hein, c'est... Non, ça ne vous intéresse pas, vous le dites. Alors, le troisième élément, c'est l'assurabilité locale. Oui. Et donc là, vous comprenez, j'ai démarré d'une vision générale de l'intérêt de l'assureur qui est des risques. S'il n'y a plus de risques, il n'y a plus d'assureur. Ok, une maîtrise, un problème de maîtrise, un problème de montage, je dirais, d'organisation et d'évolution, j'espère, de la réglementation, on y reviendra peut-être. Mais ensuite, c'est la problématique locale. À la fois la capacité à payer la prime, mais aussi est-ce que tel ou tel risque à tel ou tel endroit va demeurer assurable. Est-ce que vous souhaitez, je parle de la méthode, peut-être un petit changement. Vous m'avez dit d'ailleurs, il y a une nécessité probablement je pense à sécheresse ou autre chose, mais de travailler plus ensemble. Pour vous, c'est plus tout à fait un sujet concurrentiel. On peut être un peu étonné non ? Enfin, moi, je crois que quand on commence à toucher à des problématiques d'assurabilité, nous sommes dans l'obligation au niveau professionnel, parce que notre job, c'est d'assurer la totalité des risques, c'est de se dire comment je peux, sur des zones, je dirais, complexes, comment je peux ensemble, finalement, faire mon métier. Nous avons une problématique d'image à défendre en tant qu'assureur. Chaque fois que l'on va refuser la prise en charge de façon juste, hein, technique, d'une fissure dans une maison que le client considère étant la conséquence de la sécheresse, d'autant plus qu'il y a eu un arrêté qui dit que telle année il y a eu une problématique sécheresse sur ma commune. Chaque fois qu'on refuse ce risque-là, notre image se dégrade. Et je peux vous dire qu'au titre de 2022, notre image va sacrément se dégrader dans les mois à venir. Vu le nombre de déclarations qui nous tombent sur la tête actuellement, nous sommes en risque. Nous avons, au niveau professionnel, cette obligation de maîtriser, comprendre, connaître, mettre en commun des données, développer la prévention, parce que le meilleur moyen de ne pas se faire engueuler, c'est qu'il n'y a pas de sinistre. Donc la prévention, c'est une très bonne chose, il faut travailler là-dessus. Et puis, lorsque la situation devient trop complexe, quasi inassurable, c'est de se dire quel montage possible. Merci beaucoup.
je répète que vous pouvez utiliser évidemment notre outil Klaxon pour poser toutes les questions à nos 3 intervenants, nos 3 invités en direct. Vous voyez le QR code, n'hésitez pas. Il y a déjà une question d'ailleurs que je vais poser à Madame Van den Broek. Est-ce qu'on va, à votre avis, vers plus de sélection des risques avec le changement climatique? C'est la question qui est déjà posée. Alors, elle est déjà là, hein, la sélection des risques. Ouais. C'est vrai que les risques très exposés et sur lesquels il n'y a pas d'efforts de prévention qui sont faits, et où il y a une récurrence d'événements dans certains cas, l'assurabilité va poser question à un moment ou à un autre. Sur les grands risques, on va, à mon sens, vers de plus en plus de division de ce risque, étant donné que les périodes de retour des événements particulièrement intenses ont tendance à se réduire. L'avenir de l'assurabilité d'un certain nombre de risques, c'est effectivement leur division entre les clients eux-mêmes, qui vont en garder une partie de plus en plus importante et qui vont devoir gérer cette rétention, les assureurs qui vont également en prendre une part, et effectivement la très haute intensité qui va rester l'objet de la réassurance. À notre sens, si on va vers des scénarios de réchauffement climatique plus aggravants que 1,5 degré, l'assurabilité du risque climatique dans certaines zones va vraiment relever du partage accru du risque. Plus on le divisera, plus il restera assurable. Alors, Clément Pravin, je vous donne la parole. On voit bien que tout ça implique probablement un changement, en tout cas un bouleversement du champ de la réassurance. Pour vous, au point de vue assureur, AREA, ça change l'équation économique pour rapport à un assureur, tout ça ou pas ? Oui, tout à fait. J'ai une image que j'aime bien, alors que certains d'entre vous connaissez peut-être, qui moi, m'a aidé à prendre conscience de ce que pouvaient représenter les différents chiffres qu'on pouvait évoquer. Donc, l'objectif de l'accord de Paris est de limiter le réchauffement à 1,5 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Si on fait l'analogie de la santé d'un assureur avec le corps humain, on a une température corporelle de l'ordre de 37 degrés, 37,5 degrés. 1,5 degré de plus, on est sur un petit 39 de fièvre, donc on est déjà vivant, mais pas au top de notre forme. Et si jamais on se rate dans nos projections et qu'on part sur des modèles un peu plus pessimistes, à 2 degrés, 2,5 degrés d'augmentation, on arrive sur 40 degrés de fièvre. Moi, la dernière fois que j'ai eu 42 fièvres, je sortais d'une réunion avec la CPR et les petites hallucinations que j'ai eues la nuit qui ont suivi étaient ça qui a provoqué. Assez peu sympathiques. Non, je crois pas. Néanmoins, à 40, on n'est pas bien. Et la petite surprise, effectivement, qu'on a eue en fin d'année dernière, quand on est allé voir notre docteur réassureur pour renouveler notre ordonnance 2023, déjà le prix de la consultation a augmenté, pas qu'un peu. Et ensuite, sur l'ordonnance, on n'a plus d'aspirine, plus de paracétamol pour nous aider à gérer ces petites poussées fiévreuses. Donc en 2022, on a eu de la fièvre. On sait qu'avec le réchauffement climatique, notre température corporelle augmente un petit peu, donc on est susceptible d'avoir de la fièvre plus souvent, de manière plus fréquente, parfois sur des intensités un peu supérieures. Et donc on a un besoin d'agir tout de suite et de manière assez pragmatique. Si vous regardez, si on rejoue la sinistralité 2022, mais sur la base des structures de réassurance 2023 du marché, il y a un grand nombre d'acteurs du marché qui sont en perte. Et donc à court terme, on a un besoin urgent de réagir, on a un besoin urgent d'adapter effectivement ce que disait Patrick. Ça veut dire que vous adaptez votre politique de souscription, c'est ça en fait? Alors c'est adapter la politique de souscription, adapter la politique de tarification pour faire face à l'augmentation des risques. On sait qu'il y a des acteurs de la place qui ont une approche pas forcément très mutualiste, qui commencent à se retirer de certaines zones, donc qui refusent. On va orienter différemment ces placements financiers. Alors ça c'est dans un second temps, mais déjà on a du risque qui augmente, mais il ne faut pas qu'on se prenne en plus de l'antisélection. Donc un besoin effectivement de piloter la politique de souscription, la politique de tarification, mais effectivement vous le mentionnez, il y a aussi un autre levier auquel on pense peut-être un petit peu moins quand on a le nez dans le guidon du côté souscription. On a un levier d'action, nous assureurs, avec le placement de nos actifs, nos placements financiers.
où on a la possibilité, alors peut-être certainement pas de manière parfaite aujourd'hui, mais d'essayer d'orienter nos actions pour favoriser les entreprises qui œuvrent le plus pour atténuer ce réchauffement climatique. Et là, on a les critères qu'il faut pour effectivement, pour bien le voir, ça. Oui et non. Je vais prendre l'exemple, voilà, un label donc, qui apparaît sur les marchés financiers assez connu maintenant, le label ISR. Nous, on a des fonds dans nos placements financiers qui ont obtenu ce label, donc ce qui était une bonne surprise. Et donc de deux choses l'une, soit les gestionnaires d'actifs œuvraient déjà pour le bien de la planète dans le passé, soit le label n'est pas le plus contraignant du monde. Et donc on a vu que le label ISR... Réaction dans la salle. Justement, comptait changer de manière assez drastique ces règles d'éligibilité pour l'obtention du label à assez court terme. Donc on a des outils qui existent aujourd'hui, qui sont très fortement imparfaits, mais c'est comme voilà, c'est la même chose que les modèles de projection. On essaye de s'améliorer chaque année. Alors, beaucoup de questions de la part du public, questions posées à tous les trois. La prévention était la solution pour préserver l'assurabilité. Patrick de Giovanni. La prévention est essentiellement un levier pour réduire, je parle bien par rapport au risque climatique, pour réduire la sinistralité. La prévention n'empêchera pas le retrait du trait de côte et le fait que les maisons en bord de falaise à tel ou tel endroit sont appelées à disparaître. Elle n'empêchera pas que telle ou telle proximité de rivière devienne en pratique quasi inassurable. Pour autant, et si on pense à la sécheresse, les enjeux en termes financiers du coût, si on ne fait rien en matière de prévention, vont devenir extrêmement lourds et que donc il faut les minimiser. Donc on est sur quelque chose où il faut trouver un équilibre entre le coût même de la prévention et le gain final pour le client qui va payer sa prévention et son avenir personnel. Mais moi, je crois que là aussi, on ne peut pas escompter uniquement sur les investissements. Je parle sur les particuliers, forcément sur les entreprises, mais sur les investissements personnels du particulier en matière de prévention pour réellement avoir une démarche efficiente. Là encore, il faut utiliser les fonds qui existent comme le fonds Barnier. Il faut avoir des démarches au niveau local avec les communes pour finalement mieux sécuriser. Et c'est ça qui peut faire avancer parce que vous n'arriverez pas à démontrer à quel que soit le particulier, que son investissement à 30 000 ou 40 000 euros lui permettra d'éviter un sinistre qui coûterait à l'assureur 200 000 euros et qui est incertain. Je veux dire, on a des problèmes d'équilibre. Même son de cloche, Élise Van den Broek, par rapport à cette question de la prévention, c'est la solution pour préserver l'assurabilité, je rappelle la question. C'est une des solutions. C'est sûr que les entreprises et les clients qui investissent dans de la prévention sont vus comme étant plus proactifs et du coup sont moins à risque de se retrouver avec antisélection non assurable. On participe beaucoup, c'est un partenariat gagnant-gagnant la prévention. Pour l'assureur, parce que le sinistre, s'il a lieu, est possiblement moins important, et pour l'assuré, parce qu'il protège son bilan, étant donné que ce sinistre, il va en garder une partie de plus en plus importante. Après, la prévention en termes d'événements de catastrophes naturelles, elle n'est pas simple, elle n'est pas encore très développée non plus. Souvent, la prévention, ça se limite à dire vous êtes dans telle zone. C'est plus un constat qu'une action de prévention. Donc on a aussi, du côté des assureurs, un travail à faire pour proposer des solutions à nos assurés sur comment, tout en restant financièrement raisonnable, on peut faire des investissements pour protéger les risques contre les risques actuels et les risques futurs aussi. Votre point de vue, Clément Prat.
Oui. Par rapport à cette question, encore une fois, de la prévention. Effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, on a vraiment deux aspects de traitement qui sont assez différenciés entre les risques des particuliers et les risques d'entreprise. Sur la partie entreprise, on a un pouvoir d'action beaucoup plus fort en tant qu'assureur parce que les montants de primes en jeu sont beaucoup plus conséquents et donc on a la possibilité de venir moduler par exemple le niveau de franchise ou le niveau de prime en disant si vous réalisez des actions de prévention, vous paierez votre contrat d'assurance moins cher et vous serez mieux protégé. Par contre, si vous ne les réalisez pas, on va augmenter les prix. Côté particulier, c'est plus compliqué. Les entreprises, pardon de vous interrompre, les entreprises pourraient jouer le jeu par rapport à ce que vous venez de dire. Elles jouent déjà le jeu, en particulier sur le secteur des risques aggravés, donc là où vraiment l'intensité est la plus grande, c'est déjà le cas depuis quelques années. Sur la partie particulière, effectivement, ce que mentionnait Patrick, le niveau des primes MRH, je sais pas, on doit avoir la MRH la plus compétitive d'Europe, voire du monde en France, donc c'est difficile de venir jouer sur ce facteur-là. Mais je pense que les progrès technologiques, donc je crois que c'est SMA qui travaille notamment sur le développement de tuiles qui permettent aux grêlons soit de rebondir, soit de renforcer les tuiles pour atténuer ces dégâts en cas de chute de grêle. Je pense que c'est des solutions qui vont pouvoir se développer, mais pas d'un coup. Et donc il faut qu'on continue notre travail de conviction et pour essayer de convaincre le plus possible qu'il faut accepter d'investir peut-être un petit peu plus, mais pour mieux se protéger à l'avenir. Une dizaine de minutes encore pour que vous puissiez poser peut-être un mot, allez-y. En prolongement, insister sur la nécessité également d'éduquer nos concitoyens sur des sujets de prévention, je dirais, individuelle. Parce que là, on parle beaucoup de dommages. On oublie peut-être, parce que le corporel, la problématique corporelle, enfin, je veux dire, les instructions, les conseils en cas de risque d'inondation, par exemple, sont à vraiment inscrire dans la tête de chacun de nos concitoyens. Il y a vraiment un travail qui demeure, qui est réalisé depuis déjà pas mal d'années avec ces systèmes d'alerte météo, mais sur lequel on doit continuer à insister. Éducation, c'est ce que vous dites. Bien sûr, on a encore des décès parce que la personne veut sauver son véhicule qui est en sous-sol dans le garage et il est noyé parce que le garage est noyé. Enfin, c'est quand même des réflexes incroyablement mauvais. Et il faut donc continuer à éduquer au risque. Encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Allez, n'hésitez pas à flasher le QR code de notre application. Autre question justement, est-ce que les risques très exposés vont devenir inassurables en France, avec un point d'interrogation, comme ça se passe déjà apparemment en Californie suite aux feux de forêt l'année dernière? Qu'est-ce qui peut éventuellement répondre? Élise Van den Broek? Alors, je crois que la Californie, c'est un cas un peu à part, c'est-à-dire qu'on cumule des risques d'intensité importants avec à la fois les incendies et le tremblement de terre. Alors, le problème, c'est qu'on construit en bois en Californie parce que c'est mieux pour le tremblement de terre, mais c'est pas bien pour l'incendie. Donc, effectivement, il y a un problème local qui fait que, effectivement, on a le retrait d'un certain nombre d'acteurs locaux de ce marché-là. Après, le marché américain est quand même très différent du marché français, ne serait-ce que parce que l'implication des pouvoirs publics n'est pas du tout la même. À court terme, en France, je ne vois pas des risques devenir irrassurables parce que le pays a fait le choix depuis très longtemps de faire en sorte que tout le monde soit assuré. Je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, il va falloir probablement mieux répartir le poids de la sinistralité entre les différents assurés et leurs différentes typologies. On a vu que le poids de la sécheresse pèse fortement sur les risques agricoles, sur les risques de particuliers. Il ne pèse pas aujourd'hui de la même façon sur les grands risques. Il va peut-être falloir repenser à la façon dont on mutualise ce risque-là aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est de toute façon déjà sur la table. Cette nouvelle répartition, Clément Pravin, c'est également votre point de vue, ça vous permettra de répondre à cette question sur... Je crois effectivement qu'il y a la volonté politique derrière qui est primordiale et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc on voit en Europe une volonté accrue des pouvoirs publics de traiter cette thématique d'assurabilité. Alors qu'on voit aux États-Unis en ce moment un sujet peut-être plus lié à l'élection
à venir, avec un véritable combat entre démocrates et républicains, des républicains qui ont tendance peut-être à amalgamer des débats de société avec cette vision considérée, à tort ou à raison, je n'ai pas à me positionner dessus, mais comme un débat écologique, une lubie écologique de leur point de vue. Et donc on voit notamment la Floride et tous les États du Sud qui œuvrent très fort pour venir contrer les initiatives notamment du monde de l'assurance pour œuvrer en ce sens, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et si le pouvoir politique ne décide pas de pousser dans cette direction, je pense effectivement qu'aux États-Unis, je ne sais pas ce qui va se passer en Californie, mais c'est très possible que le marché privé de l'assurance décide de se retirer, parce que si on est certain de faire des pertes, on n'est pas là pour faire des pertes. C'est votre point de vue, Patrick Devagerie? Le sujet, c'est vraiment... Enfin, je pense qu'on touche à la responsabilité de chaque assureur. On peut rentrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que si certains assureurs significatifs commencent à se retirer de tel ou tel bord de rivière ou de telle ou telle zone aggravée en sécheresse, cela peut entraîner les autres pour éviter que ces autres, parce que les autres assureurs risquent de faire de l'antisélection en évidemment récupérant tous ces risques aggravés qui seraient refusés par un tel ou un tel. Et c'est là où la mise en place d'un observatoire au niveau de la profession est fondamentale, parce que il faut qu'on anticipe de telles situations. Il faut également qu'on anticipe sur les solutions à apporter de telles situations. Aujourd'hui, quand on se pose le problème de l'assurabilité, normalement, on a une réponse qui existe au niveau de la profession, ça s'appelle le Bureau central de tarification. Ce Bureau central de tarification, en termes de risques climatiques, il y a, je crois, une dizaine de cas chaque année qui sont présentés devant ce BCT. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a finalement un refus d'assurance de la totalité des assureurs. D'autant plus qu'il y a une centaine d'assureurs en risque habitation. Mais demain ou après-demain, on ne sait pas comment cela va évoluer, et il est important de se positionner, non pas après-demain en réaction à une pression étatique ou une pression sociétale, mais il faut anticiper le sujet. Autre question, est-ce que vous croyez tous les trois qu'un scénario à 1,5 degré, vous le mentionnez tout à l'heure, est-ce que c'est toujours crédible aujourd'hui? Brièvement chacun. Moi, je ne me permets pas de faire des prévisions sur ce genre de sujet. D'accord. Vous auriez pu faire un petit commentaire, parce que vous êtes direct, on a entendu tout à l'heure, peut-être un mot sur cette question-là, qui est posée par un de nos invités dans le public. Oui, alors, comme Patrick, je ne suis pas expert du sujet, néanmoins, mes dernières lectures en la matière me laissent peu optimiste. D'accord. On fait des probabilités en tant qu'assureur, donc je pense que la probabilité, que ce scénario soit une réalité, elle a tendance à baisser. Après, encore une fois, je ne vais pas plus loin. Autre question, concrètement, la prévention, comment peut-elle fonctionner pour réduire le risque de sécheresse, feux de forêt ou grêle? Peut-être vous avez le micro, allez-y. Alors la prévention en grêle, au moins pour les entreprises, c'est à la limite un petit peu plus simple que la prévention de la sécheresse. Par exemple, en grêle, aujourd'hui, on peut avoir une vraie action, et on en a avec certains de nos assurés, sur le remplacement des toitures en fibrociment, par exemple, qui constitue un risque aggravé en termes de grêle. Aussi sur l'installation de toitures adaptées en général, ou pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, des vraies études de résistance en fonction de la taille des grêlons. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir une action de prévention, effectivement, qui est assez simple. Pour la sécheresse, je me prononcerai pas trop, parce qu'encore une fois, c'est pas aujourd'hui un risque majeur pour les grands risques. Pour les feux de forêt, là, pour le coup, on a des sujets. Alors, la prévention, elle existe, passer sur des structures en dur, des broussaillages. Il y a des solutions qui existent sur ces risques-là. Mais encore une fois, ça a un coût, et dans le contexte qu'on connaît, qui est le contexte inflationniste, c'est plus difficile de faire passer aux assurés le message qu'il faudrait peut-être investir sur des risques potentiels qui sont des risques un peu émergents. Clément Pravin, la réponse à cette question? Ouais, non,
Simplement peut-être une anecdote qui me fait penser au feu de forêt. On a nous une activité à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que des maisons construites en bois. La réaction des pompiers en cas d'incendie, leur première action, c'est quand une maison prend feu, c'est d'abattre les maisons qui l'entourent. Pour limiter le coût global du sinistre. Donc je suis pas sûr, voilà, quand on parle de bois, de feu, qui est de méthode magique en termes de prévention pour véritablement maîtriser cet aspect-là. En réponse à cette question-là, sur les feux de forêt, il y a encore une réglementation qui sort là actuellement, qui insiste sur le débroussaillage et sur les conséquences du non-débroussaillage. Je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels il convient continuellement d'insister. Et une fois encore, il y a un sujet d'éducation aussi. Il y a certains départs de feu de l'an dernier dont la cause est clairement, je dirais, une inexpérience quant à la conduite d'un véhicule dans une forêt et quelques erreurs totalement humaines. Je ne parle même pas de la volonté sciemment de mettre le feu des pyromanes. Sur le risque de sécheresse, il y a une amélioration extrêmement claire depuis quelques années sur les obligations d'études de sol au niveau de la construction. Le problème que l'on connaît tous ici, c'est que la part des bâtiments, je dirais, de moins de 10 ans dans l'ensemble du parc immobilier est une part qui est extrêmement faible. Donc avant que tous ces bâtiments dorénavant construits en tenant compte de l'étude de sol préalable représentent une part significative dans le portefeuille des assureurs, ça va mettre un certain temps. Mais ce sujet de l'étude de sol est un véritable axe de travail pour finalement prévenir et se dire mais finalement qu'est-ce qu'il y aurait à faire sur le bâtiment pour réduire les conséquences. Et il y a aussi des travaux qui sont menés avec je dirais des nouvelles techniques en matière de prévention, et j'insisterai quand même aussi surtout sur des réflexions sur le mode d'indemnisation et sur les techniques de remise du bâtiment en situation. Et on a bon espoir, et on va là aussi lancer des expériences au niveau professionnel avec la CCR. On a et la MRN, la mission risque naturel, on a bon espoir de trouver en tous les cas des techniques moins coûteuses pour réparer ce qui serait déjà, en termes financiers, une bonne avancée. Mais ce n'est pas de la prévention, c'est post-sinistre. On est quasiment à la fin de notre table ronde. La dernière question posée encore une fois par un de nos invités. Y a-t-il des périls sur lesquels il n'y a plus de capacité de réassurance? Alors 30 secondes chacun pour répondre à cette question. Je dirais qu'il y aura toujours de la capacité de réassurance, ça va juste dépendre des points d'attachement. C'est clair. Patrick Giovanni, réponse à cette question? Ça me gêne de ce que vous dites, parce que moi j'ai entendu un grand réassureur pas très loin de moi là, et qui m'a dit que la sécheresse c'était devenu inéréassurable, ça se dit ça, inéréassurable. Bon, voilà. Donc comme quoi il peut y avoir des sujets qui sont complexes, mais on sent qu'il y a des petites nuances, pour pas dire. Oui, c'est une petite nuance, ouais. Voilà. Clément Pravin, alors vous les mêmes échos que Patrick sur la sécheresse du même réassureur, de l'ensemble du marché, à part la CCR qui pour le coup a véritablement joué son rôle de partenaire. Je tenais à le souligner. Il continue à mettre en place une capacité de prise en charge de réassurance, et les prix ont monté, mais de manière peut-être un petit peu plus raisonnable que le reste du marché. Donc merci à eux. Merci en tout cas, merci à vous. C'est la fin de cette table ronde.